Salut Loris. Salut Charlotte. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Postadem. Je te souhaite la bienvenue. Et ce que je te propose pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est la tradition, c'est que tu commences forcément, c'est pas une tradition très originale, mais de commencer par te présenter. Donc, tu as vraiment champ libre pour expliquer aux auditeurs de Postadem qui tu es, ce que tu fais, ton parcours avant. Tu prends le temps que tu veux pour dire tout ce qui te semble important. Ça marche. Bon, bah, c'est pas la meilleure des questions, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, parce que j'arrive pas à me définir complètement, mais si tu veux, pour faire simple, je m'appelle Loris, donc tu l'as bien dit. J'habite en région parisienne et je suis donc réalisateur vidéo et je dirige aussi une petite boîte de production de création de contenu, donc photo, vidéo, qui est basée nulle part, parce qu'en fait, je travaille un peu partout en France et partout dans le monde aussi. C'est un peu le côté positif de ce métier-là. Euh, pour faire simple, ça fait 5 ans que je fais ce métier-là, entre 5 et 6 ans. J'ai pu, après, au bout de 3 ans, je crois qu'on arrête de compter les années. Et je pense que ce qui va un peu intéresser les personnes qui écoutent ton podcast, c'est qu'à la base, c'est pas mon métier, c'est pas ma formation. Je suis ingénieur dans le génie civil. C'est-à-dire qu'avant de faire ce métier-là, la vidéo était qu'une passion. Et moi, mon métier, c'était de gérer des chantiers de construction de viaducs. Mon dernier chantier en date, c'était gérer un chantier de construction d'une station de métro pour le Grand Paris. Alors après, j'ai pas vraiment eu une grande carrière dans le BTP parce que j'ai fait mes études en alternance. J'ai fait quelques mois, moins d'un an en tout cas, dans le milieu du salariat, si on peut l'appeler comme ça. Et j'ai direct, en fait, avant de goûter un peu aux joies du CDI, des avantages du côté carriériste, j'ai direct bifurqué en me disant non, c'est maintenant qu'il faut que je tente l'aventure. Sinon, ça sera jamais, je pense. Donc voilà. Et sinon, à côté de ça, pour parler un petit peu de moi, bah, j'adore voyager et j'adore aussi l'aviation. Je voulais être pilote de ligne avant et du coup, à côté, j'ai un passe-temps quand le temps, la météo aussi, parce que j'habite en région parisienne, et aussi les finances, parce que c'est un loisir qui est pas gratuit. Je pilote voilà, des ULM, des avions, donc c'est vraiment une grosse passion pour moi de pouvoir voler. Voilà pour la présentation, je pense, brève et sommaire. Après, je pense Ah mais qu'on écoute, en apprendra peut-être un peu plus au fur et à mesure. c'est parfait, ça me donne 36 000 idées de questions, donc il va falloir que je me restreigne. Mais oui, non, écoute, c'est très clair. Le fait que tu aies commencé dans un domaine qui n'a rien à voir, je pense que c'est assez rassurant aussi pour ceux qui écoutent ça. Et l'autre point, c'est que j'ai l'impression, quand on est en reconversion, on a toujours l'impression d'être le pire cas de figure, soit parce que on n'a plus l'âge de le faire parce que c'est plus le moment, c'est réservé aux plus jeunes, tu vas de se reconvertir, de créer une entreprise. Soit ça marche aussi dans l'autre sens, de personnes qui s'inquiètent d'être trop jeune, de ne pas avoir suffisamment d'expérience professionnelle et pas assez de lignes Mhm. sur le CV pour se lancer dans une autre aventure professionnelle. D'ailleurs, moi, c'était un peu mon cas où je m'étais dit, mais peut-être que je devrais encore attendre, je vais y arriver, 4-5 ans avant de me lancer. Au final, je l'ai fait et je vois que toi, tu l'as fait, même encore beaucoup plus tôt que moi, puisque tu n'avais que un petit peu moins d'un an d'expérience. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit, ah, il faut encore que j'attende avant de me lancer, je n'ai pas assez d'expérience? Non, il faut le faire maintenant. Après, chaque cas, je pense, est particulier ou différent. Moi, dans ma situation, j'ai posé le pour et le contre. C'est qu'à ce moment-là, j'avais 25 ans. J'avais pas de crédit, j'ai toujours pas d'enfant, j'avais pas de femme, j'avais rien qui me liait, donc tous les voyants étaient ouverts. Et j'avais pas non plus goûté à ce. Parce que quand on est ingénieur dans le BTP, quand on est ingénieur d'affaires, ce qu'on veut, j'étais dans une boîte un peu équivalent à Vinci, c'est qu'on veut direct monter en grade. En fait, c'est ça, le salaire, il va se gagner en montant en grade, il va se gagner en faisant des plus gros chantiers. Et si on rentre en fait dans cet engrenage-là, ça va être plus compliqué de sortir parce que clairement, moi, avant, pour parler chiffres, j'avais 25 ans, j'étais en alternance. En alternance, à la fin de ma troisième année, j'avais 1500 euros, 1600 euros net par mois. Et à l'embauche, j'étais à 2100, 2200, ce qui est des très bons salaires finalement quand on est même salarié. Et si tu rentres dans cet engrenage-là, qui est bien, hein, et c'est pas, moi je crache pas du tout sur le fait d'être salarié ou pas, ça donne un certain confort, la voiture, le 13e mois, les congés payés, le CE, c'est tout ce que ma mère m'a dit. Elle me dit, mais t'es malade, t'es ingénieur, et ton 13e mois, et ta mutuelle d'entreprise, et ton CE et compagnie. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, ah cool, bah, c'est totalement pas ce qui m'attire en fait dans le fait de rester salarié. Cool, troisième voyant en vert, hop, je me lance. De toute façon, bon, elle écoutera pas le podcast, mais dès que ma mère me dit non, c'est pas bien de faire ça, j'y vais en fait. J'y vais direct. On lui dira pas. Non, elle écoutera pas. Est-ce qu'elle Sauf a si tu pour mets ce projet, passage-là en story. on va éviter du coup, est-ce qu'elle a pour projet de poser sa dème ou pas? Parce que sinon, il y a peu de chances qu'elle tombe dessus. Et non, non, à 5 ans de la retraite, autant qu'elle reste encore
un peu salarié. Mais je l'ai proposé, je lui ai dit, je monte la société, si tu veux toujours rester salarié, moi je suis le gérant fictif, on va dire, et toi tu restes salarié pour cotiser jusqu'au bout, vu qu'il reste 5 ans, c'est vrai que c'est dommage, on sait ce que c'est, si tu as ton compte, les cotisations retraite, quand tu as 5 ans de la retraite, c'est ce qu'on te fait miroiter depuis des années en fait, et s'il y a 5 ans de ça, tu dis mince, mes dernières années, je cotise pas comme je pourrais cotiser, je peux comprendre aussi cette situation, quoi. Mais non, non, elle compte pas changer de métier. Elle fait ça depuis 35 ans. Elle est dans l'immobilier, agent immobilier. D'accord. OK, non, mais donc effectivement, il y a eu Ouais. un peu ce début avec les voyants au vert en disant: «Bah, c'est pas à ça que j'aspire». Est-ce que tu peux expliquer le moment où tu t'es dit: «Je vais me lancer, parce que la mutuelle, je m'en fiche un petit peu». Ça a été quoi les grandes étapes de définition de ton activité professionnelle et les étapes par lesquelles tu t'es lancé? Au tout début, vraiment, tu te remets dans la peau Ouais. du toi d'il y a Hmm. 5-6 ans aujourd'hui, ce qui est pas toujours évident. En fait, la vidéo, je l'ai fait vraiment par hasard. J'étais parti en mission humanitaire. En fait, dans le cadre des études d'ingénieur, on doit faire un stage à l'étranger de 4 ou 5 mois. Et comme j'étais déjà en alternance, j'avais pas envie, j'avais des propositions pour aller, par exemple, à Hong Kong, faire du tunnel à Hong Kong. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça va importer de plus? Je le fais déjà un peu, ce genre de chantier en France en alternance, à part switcher la langue en anglais et du coup être régressé, entre guillemets, être à la photocopieuse en stage, parce que c'est plus mon entreprise. Je me suis dit, je vais rien apprendre. Et on pouvait faire de l'humanitaire. Donc, bref, j'ai été à Bali. On a créé un projet humanitaire de 4 mois où on rénovait des écoles, on formait des locaux à rénover des écoles en Indonésie. Là-bas, j'ai découvert la vidéo en m'achetant une GoPro parce que c'est la première fois que je partais aussi longtemps dans un pays aussi exotique. Je suis revenu, j'avais même pas l'ordinateur pour faire du montage. Je me suis pris au goût du montage. J'aime bien voyager, donc à chaque fois, je m'achetais un peu plus de matériel. J'essayais de faire des plus belles vidéos. Je la fais très courte, hein. Jusque ça, c'est sur un intervalle de un an et demi. Donc j'étais toujours étudiant, donc toujours en alternance, toujours en train de préparer mon diplôme d'ingénieur et de travailler dans l'entreprise. Et jusqu'au moment en fait où on m'a dit tiens, est-ce que ça te dit de faire tel projet et tout en vidéo. Je dis ouais, mais je travaille, c'était pour aller au Népal. Et oui, mais t'es payé. Je fais comment ça, payer pour faire de la vidéo et tout? Ouais, ouais, t'es payé. Je dis ouais, mais je travaille, il faudrait que je pose des congés, c'est compliqué. Puis donc je l'ai fait. Puis après, il y a eu une demande de filmer une soirée, puis 2 soirées, puis etc. Et en fait, je me suis dit, mince, même avec ces petits prix-là, finalement, c'est un truc qui me passionne. J'ai toujours été très indépendant et très solitaire aussi. Donc, de me dire que je peux travailler pour moi, je peux faire des projets pour moi, tout ça, en fait, ça a éveillé en fait quelque chose qui a toujours depuis petit, je fais plein de choses, je mets en place plein de choses à différentes échelles, en fait, hein. Quand tu as 10 ans, tu fais pas la même chose que quand tu as 20 ans. Mais j'ai toujours aimé, voilà, créer des projets, enfin, et faire ça moi-même. Donc du coup, je me dis, ah cool, ça me permet de révéler qui je suis vraiment. J'adore la vidéo. La vidéo, c'est incroyable parce que tu es payé à mettre en avant des gens, à les rendre beaux, à rendre beau leur projet. Donc tu es un peu, t'es pas contrôleur fiscal, quoi. Tu viens, quand on t'appelle, tiens, Loris, on veut faire une vidéo, c'est parce que ouah, tu vas mettre notre projet en avant, tu vas mettre moi en avant d'une manière sympa, donc tu es toujours bien accueilli. Et voilà, c'est venu comme ça. Et après, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de projets, surtout des projets en fait des opportunités plutôt, je vais appeler ça, qui pouvaient se faire que en semaine. Donc je travaillais. Donc après, je me suis dit mince, ça va être compliqué. Et je sentais que ces opportunités-là, si tu les prends pas en fait, tu vas pas pouvoir exploiter. C'est comme si tu tirais une branche et puis hop, t'en as une deuxième qui arrive, une troisième. Donc de me limiter juste à faire de la vidéo le week-end ou à poser des congés pour faire de la vidéo, je pouvais pas voir ce que ça donne. Donc je me suis dit, je vais arrêter là tout maintenant, je vais donner tout dans la vidéo. Au pire, j'ai un diplôme d'ingénieur, du taf sur la région parisienne ou dans le monde, surtout quand j'ai une spécialité travaux souterrains, avec ce qu'on entend, le Grand Paris, les métros partout au Qatar, j'en aurai. Un salaire correct, je l'aurai. Si je tente pas ça maintenant, je le ferai jamais. Donc pour moi, les voyants étaient verts à ce niveau-là, quoi. Donc au final, c'est, oui, vas-y. Ouais, il n'y avait pas de risque en fait. Quand il y en a qui me disent ouais, t'es culotté et tout. Non, en fait, non. Ceux qui sont culottés, c'est les gens qui posent leur dème, qui ont 2 enfants, qui. C'est différent, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est un peu ça. Si j'avais eu 2 enfants, un crédit à charge, une conjointe qui peut pas forcément accepter le fait que j'aille à droite, à gauche, aux quatre coins du monde, ça complique les choses. Là, pour le coup, ça paraissait logique. Si je le tentais pas, c'est que je voulais vraiment pas le faire, quoi. C'est que j'avais pas vraiment envie de le faire. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, selon la situation, selon le profil, selon le projet, on va dire la viabilité, la solidité du projet aussi, les conditions sont pas les mêmes pour quitter son job, pour se lancer. Mais ce qui ressort, c'est qu'au final, les opportunités, elles sont arrivées progressivement,
parce que tu en as accepté certaines, parce que tu as commencé à passer à l'action, tu en as d'autres qui sont arrivées. Et c'est jamais, en tout cas de tout ce qu'on voit depuis 4 ans, c'est que c'est jamais du jour au lendemain que les choses se font. C'est Non. jamais le truc miracle ou le déclic un beau matin en se levant, mais que ça se fait généralement petit à petit. Est-ce que tu as la sensation, maintenant que ça fait plusieurs années que tu es à ton compte, que tu as tes sociétés, que ce principe un peu de, tu vois, de toile d'araignée, il s'applique toujours au niveau de projet et de business auquel tu es aujourd'hui? Ah, totalement, totalement. Plus les années avancent, plus j'ai de demandes, plus j'ai de projets et plus les opportunités se créent, plus les rencontres se font et puis du coup, bah, dans une année, il y a que 365 jours et des fois des rencontres et des opportunités, tu es obligé de dire non parce que, bah, c'est simple, tu peux pas tout faire et des fois, je me dis: «Mince, j'ai atteint ce stade-là de chiffres, de temps de projets par an, c'est limite le maximum que je peux faire moi tout seul». Mais des fois, je me fais peur en me disant: «Ah, mais ça se trouve, l'année prochaine, il y aura moins de boulot». Et en fait, non, parce que je me dis que tous ceux que j'ai refusés indirectement, tu peux pas savoir en fait ce qui se serait passé avec eux. Je dis n'importe quoi, demain, tu me proposes un projet, je te dis non parce que désolé, j'ai pas le temps et compagnie. On sait pas à quoi ça mènerait. J'ai des exemples très concrets d'amis avec qui j'ai lancé un projet et puis aujourd'hui, ils ont explosé et je travaille toujours à côté d'eux. Je prends Christopher Van Gen, que tu connais peut-être dans l'immobilier, Alex Viseo, que tu connais peut-être dans le voyage, avec qui j'ai travaillé, des influenceurs comme Thibaut et Justine Galis qui ont explosé. Tous ces gens-là, en fait, on a tous commencé un peu au début et forcément, on ment, t'arrête et tout, mais ça t'emmène quelque part, ça te fait rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait, après, je pense, si t'es cool, si tu travailles bien, si t'es passionné, c'est illimité. C'est illimité. Et comment tu choisis une opportunité à laquelle tu dis oui ou à laquelle tu dis non? Si la personne elle est cool et si je ressens que son projet la fait vibrer ou lui fait vibrer. C'est bizarre, mais tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de mes amis. Bon, Alex, on travaille plus trop ensemble aujourd'hui parce on est plus sur du voyage, mais je prends l'exemple de mon ami Chris, avec qui je fais des vidéos d'immobilier. Ça reste du contenu simple, du contenu YouTube, du contenu où j'ai pas trop de valeur ajoutée. C'est pas là où je facture le mieux, mais je préfère aller tourner avec lui, gagner moins parce que c'est un truc à l'année et compagnie, c'est moins technique que d'aller faire une web série pour Vinci Autoroute par exemple. Je préfère aller bosser avec lui parce que je sais que la journée va se passer bien que d'aller sur un contrat qui va être facturé 3 ou 4 fois plus où en fait ça va être hyper énergivore. J'espère que certains clients se reconnaîtront pas, mais c'est comme ça. Donc Ok. je choisis forcément si le projet me plaît et la personne qui est autour aussi. Il y a plein de fois où j'ai refusé parce que dès le premier appel, et peut-être que c'est à tort, mais avec l'expérience maintenant, je ressens au premier coup de fil, au premier mail, même si ça va bien se passer ou pas. Et après, forcément, une deuxième étape, s'il y a du budget aussi, voilà, je mets mon équipe dessus, on peut être à plusieurs. Il y a aussi le côté financier, forcément, parce que par expérience, bon, ça c'est la première année, tu passes autant de temps sur un projet d'une journée, par exemple, facturer 500 € qu'un projet d'une journée facturer 10 000 €. Je prends des chiffres très, très distincts exprès, hein. Ok. Mais je vais te poser quelques questions sur le métier en tant que tel aussi. Mais alors avant, j'ai une question. On parlait d'opportunités. Là, si tu avais une baguette magique et tu peux attirer à toi l'opportunité de rêve pour toi aujourd'hui, ce serait quoi? L'opportunité de rêve, c'est dur parce que j'en ai déjà réalisé des pas mal que j'aurais jamais imaginé faire. Donc finalement, la surprise est bien aussi. Ouais, c'est ça en fait, c'est plutôt la surprise. Ah, j'avoue, j'ai jamais encore vraiment fait ça. J'aime bien l'aviation, faire un projet qui serait lié par exemple à Aviation sans frontières, parce que j'ai fait pas mal de docus que j'ai auto-réalisé et financé en Afrique sur l'humanitaire et le côté aviation humanitaire, s'il y avait moyen de faire un documentaire là-dessus. Après, il faut la créer l'opportunité, je suis sûr, mais ce serait peut-être plus là-dedans. Si on reste toujours dans l'opportunité vidéo et cadre pro et projet qui fait vibrer, quoi. Ok. Non, mais c'est ça, c'est le principe de la baguette magique. C'est si ça pouvait être un peu servi sur un plateau, ce serait quoi? Mais effectivement, c'est des choses que tu crées. Et j'aime bien cette philosophie-là, et c'est important de le dire parce que quand on est dans une entreprise depuis longtemps, que les choses, elles se sont déroulées parce que l'entreprise a décidé que, et qu'on n'est pas vraiment force de proposition et d'initiative parce qu'on est dans cet écosystème, dans Mm. cet environnement, on n'a pas toujours conscience de la responsabilité qu'on a
sur les opportunités qui peuvent nous arriver. Et le fait d'avoir quelques contacts, le réseau, quelques actions qui peuvent déjà amener pas mal de choses. Donc je pense que c'est un bon enseignement. Sur ton métier maintenant et sur ce que tu fais, j'ai l'impression que tu alternes entre pas mal d'activités. Il y a aussi ta formation drone, il y a beaucoup de choses que tu fais. Est-ce que tu peux faire un panorama? Tu as commencé à le faire dans ta présentation, mais vraiment, voilà aujourd'hui les différentes activités qu'il y a, vraiment la liste hyper concrètement et comment tu agences finalement tout ça. Mhm. Pourquoi je te pose la question, je te dis ça avant, c'est que très souvent, dans les personnes qu'on accompagne aussi, il y a des gens qui sont attirés par plusieurs sujets et qui se disent mais attends, je peux pas m'éparpiller, je peux pas avoir 36 projets et qui aiment bien avoir la preuve qu'il y a des personnes qui ont des activités variées, mais où il y a souvent un fil rouge et qui ont généralement créé ça étape par étape. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton retour sur ça. Par où commencer? Euh, En termes d'activité, on va dire qu'au tout début, quand je me suis lancé, c'était le milieu de la nuit, parce qu'en fait, j'organisais pas mal de soirées avec mon école, donc les gens que tu connaissais, c'était ceux qui étaient propriétaires de boîtes de nuit à Paris, donc il y a eu ça. Quand tu fais après des événements, tu rencontres des gens qui ont des sociétés, donc tu bosses pour eux. Donc c'était vraiment le tout début, c'était ça, c'était le vidéo de soirée, vidéo pour des entreprises, mais qui étaient liées un peu à l'événementiel. Et après, j'ai compris que je pouvais aussi utiliser mes compétences d'avant et mon réseau d'avant, c'est le BTP. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec beaucoup de sociétés qui sont connues dans le BTP. J'ai été allé en école d'ingénieur, donc en plus j'organisais les soirées, donc je côtoyais les élèves de mon école. Et puis il suffit que tu fasses un peu des stories Instagram et compagnie, Facebook. Ah bah, tiens, Loris, il est plus ingénieur, il fait de la vidéo, ah, mais pourquoi pas, en plus il fait du drone, on aurait besoin. Donc moi j'ai un gros noyau de clients où ça va être la construction. Ça facilite les choses parce que bah, quand un client il arrive et dit ouais, il faudrait filmer tel truc technique et tout, s'il sort ça à un autre vidéaste, il va rien comprendre et il y a ce côté rassurant de t'inquiète, je me déplace, je sais ce qu'il faut filmer, je sais ce qu'il faut pas filmer aussi. Donc j'ai une belle clientèle dans tous les gros majors, on va dire, de la construction, j'ai déjà travaillé pour eux. Ensuite, il y a eu le voyage parce que bah, je faisais pour moi des vidéos de voyage. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré Alex Viseo, que sûrement certains connaissent pour ses vidéos de voyage avant tout ce qui va être la partie branding, personal branding et compagnie. On est partis en voyage tous les deux, on a fait nos vidéos comme ça pour le plaisir, et puis lui était plutôt visible par les offices de tourisme, et le duo a bien marché, donc on a eu une période où on a fait beaucoup pour les offices de tourisme. Et après, j'ai aussi un autre type de clientèle que j'aime bien, ça va être tout ce qui va être les infopreneurs, les influenceurs, que ce soit dans l'immobilier, dans le sport, dans la food, dans la gastronomie. J'ai travaillé avec pas mal de personnes et tout ça un peu se relier des fois avec des projets pour des marques, pour des événements. Donc voilà un petit peu le panel. Je crois que j'ai travaillé pour tout type de projet. C'est vrai que je filme du festival. Bon, je fais pas tout ce qui est je fais pas de particulier. Quand on me demande beaucoup, est-ce que tu peux filmer mon mariage? Je l'ai fait 2 fois euh, au tout début, mais je fais voilà, c'est plus. J'ai du mal à vendre quelque chose à un particulier en fait. Il y a ce rapport à l'argent où autant en négociation, en devis sur une entreprise, je me sentirais plutôt à l'aise. Autant si c'est des gens qui se marient, je serais là, mince, je leur demande quand même 2500 euros, ça me gêne quoi, tu vois. Les pauvres, ils lâchent déjà 5000 pour le buffet, 10 000 pour la salle. Donc j'y arrive pas. Rien que pour ça, en fait, je peux pas. Okay. Je sais plus ce qu'il y avait dans ta question encore. Eh ben, c'était donc il y a la partie vraiment vidéo. Donc ça, est-ce que c'est l'agence aussi de création de contenu? Est-ce que c'est la partie drone aussi que tu as en parallèle, de vraiment faire le panorama complet? C'est vrai. Ça, c'est plutôt Uniprod, donc pour tout ce qui va être création de contenu. Alors, Uniprod, à 75%, c'est de la vidéo. À 25%, on fait aussi de la photo. Ok. Mais demain, si quelqu'un a besoin d'un photographe de mode qui fait du studio, on ne sait pas faire. En gros. Je saurais recommander, mais on ne sait pas faire. C'est plutôt de la photo. J'appelle ça ordinaire, c'est pas ordinaire parce que c'est la photo reportage, la photo shooting classique extérieur, plutôt du shooting classique. Et ensuite, ouais, j'ai une autre activité, c'est vrai que j'y pense jamais, mais j'ai cette activité-là, où il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, j'ai lancé une formation en ligne de drone, donc pour apprendre aux personnes, que ce soit finalement les pilotes loisirs ou des pilotes pros, à bien utiliser son drone, à faire du montage, à bien régler son drone, plutôt l'aspect vidéo et création de contenu avec le drone. Donc ça cible aussi bien la personne qui s'est acheté un drone à 500 euros pour filmer ses vacances, pour avoir un rendu pro, que finalement je me suis rendu compte, j'avais pas trop ciblé ces personnes-là,
que des gens qui ont passé leur licence professionnelle de drone. C'est-à-dire que tu apprends bêtement à piloter le drone, on va dire, pour être vulgaire. C'est comme si demain tu passes ton permis, tu sais piloter ta voiture, mais tu sais pas faire des dérapages avec, ou en gros, enfin, tu vois, aller plus loin. Et donc finalement, j'ai aussi cette cible-là de personnes qui sont certifiées pro, mais qui en sortant de l'école, ils me disent, ok, je sais piloter un drone, j'ai l'étiquette pilote de drone, mais je sais pas régler ma caméra, je sais pas filmer, je sais pas faire du montage. Donc voilà. J'ai mis ça un peu de côté parce que ça avait bien marché au début. J'en avais vendu 400 en 3 mois. Et après, il y a les joies de l'entrepreneuriat et moi qui vis un peu dans un monde des bisounours, je saurais pas comment le définir. J'ai reçu un courrier un jour où on m'attaquait en justice pour me dire que j'avais piqué le nom et le logo d'une entreprise. Donc ça s'appelait la Drone Academy à l'époque, cette formation. Et au début, je me dis, ouais, c'est qui les gars qui m'a fait une blague et tout. C'était bien fait, courrier d'avocat et tout. Je vous demande 30 000 euros. Ok. Et en fait, non, j'ai été sur l'INSEE, je sais plus si c'est, non, c'est l'INPI, à l'INPI, et j'ai vu qu'en effet, le mot Drone Academy et le logo, mon logo, du coup, je le sais, c'est moi qui l'ai fait sur Canva, tu vois, j'étais un radin à l'époque, je l'ai fait sur Canva. J'aurais dû prendre un graphiste, au moins, tu as une preuve de facture. Et il m'avait pris le jour où ma formation est sortie, en fait. Elle est sortie, par exemple, elle est sortie un 3 juillet. Bah, le 4 juillet, ils avaient déposé, eux, le logo, le nom. Et ils m'ont fait un courrier en octobre, parce qu'il y a un délai de 3 mois pour faire un appel à l'INPI pour dire non, non, ça c'est mon nom. Donc en gros, on peut le biper, c'était des voilà. Donc ça m'a mis un coup, je me suis dit, ah c'est pas cool, je fais mes trucs, en plus je faisais un prix vraiment pas cher, enfin pas cher, je la vendais 120 euros la formation, donc c'est entre guillemets pas cadeau, mais pour ce qu'il y a dedans, il y en a qui vendent ça plus cher, et derrière, comme mettre des bâtons dans les roues, du coup j'ai abandonné, j'ai dit, au début je voulais les attaquer en justice, ça prenait du temps. Je dis ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de nom. Ça s'appelle maintenant Loris Monte Formation. Comme ça, moi, c'est facile. Et ça s'appelle La Formation Drone. Et comme j'ai envie d'en faire d'autres, je suis en train d'en préparer d'autres des formations sur la vidéo, sur le business dans la vidéo, comment voilà, devenir vidéaste et d'autres sujets. Bah, au moins, ça s'appellera Loris Monte Formation, le site. Et puis après, il y aura plusieurs formations. Et j'ai abandonné. De toute façon, tout ce qui est énergivore, j'essaie de voir une journée, est-ce que c'est réglable ou pas, c'est pas réglable, je mets de côté, tant pis, eux ils auront perdu 500 euros à déposer mon nom, mon logo, pour rien faire, quoi. Ce que j'allais dire, tu les as pas payés les 30 000 euros à la fin. Non, bah non, Rassure-moi. ils avaient rien pour, ils avaient rien pour, c'est une école de formation physique en fait, et ils pensaient que je leur faisais de la concurrence déloyale, mais ils savaient pas lire, ils ont pas lu que c'était une formation juste pour apprendre le montage. Pour le coup, c'est pas ma formation est pas certifiante, on va dire. Ok, ok. La jalousie. Écoute, une histoire, une histoire fascinante, mais c'est intéressant que tu parles de ça aussi et de où mettre son énergie. Ça rejoint d'ailleurs ma question tout à l'heure sur comment tu dis oui ou non à une opportunité et le fait de te dire, ben, est-ce que dans la journée, c'est quelque chose qui est réglable ou non? Et en fait, ça t'aide à prendre ta décision. Donc aujourd'hui, ton temps, parce que du coup, tu as quand même cette boîte où tu as des équipes, j'imagine, dedans. Tu n'es pas tout seul. Tu as Oui, combien de personnes qui travaillent avec toi? c'est pas évident. 5 personnes différentes. Après, je les appelle en fonction de leur spécificité, de leurs envies, de la géolocalisation aussi des projets. Mais ouais, ouais, sur l'année, il y a 10 freelances différents qui travaillent avec moi, mais je dirais le noyau dur, c'est 4, 5, pas D'accord. plus. Ouais. Ok. Donc, tu as quand même une équipe qui travaille avec toi. Alors, tu as ces projets de formation aussi. Tu voyages pas mal. Comment tu alloues ton temps et ton énergie en fonction de quoi tu priorises? Bonne question, c'est les questions que je me pose en ce moment. Ah, Qu'est-ce que je priorise? Pas évident comme question. Déjà, je vais prioriser, ouais, bah, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, un projet où tu sens que le client va te donner carte blanche, qu'il a confiance en toi, qu'il va pas être trop relou derrière, qu'il a un budget quand même assez correct pour faire des choses sympas, bah, ça va être plus simple en fait. Ça fait 5 ans que je fais de la vidéo, ça fait 5 ans que quand je vais sur un tournage, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais tourner, je sais le temps que ça va me prendre à monter. Donc, déjà, ça, c'est de l'énergie gagnée. Là, j'ai un client qui m'a contacté il y a pas longtemps, qui m'a dit, alors c'est un projet, ça sera entre fin avril et mi-mai. Alors peut-être que ça sera la nuit de telle date, mais peut-être l'autre. Mais après, on ne sait pas. Si je fais qu'il y ait ça qui décale, ça sera peut-être là. Et là, j'ai fait, ok, non. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que tu bloques 2 semaines, tu vois. Alors, sauf si tu demandes de dire, ok, on se bloque 2 semaines, mais je bloque des équipes 2 semaines et comme ça, on est dispo. Mais et là, je sentais la galère. Donc, tu sens déjà, même à l'avant-projet, l'énergie. Hop, je préfère passer du temps à faire des vidéos YouTube pour moi-même, tu vois, entre guillemets. Même si c'est pas rémunérateur sur le moment. ok.
Et bah, justement, à parler de répartition de ton temps et de ton énergie, il y a justement ta charge de travail. Est-ce que je sais pas si tu traques ton temps, mais le temps que tu alloues et le temps au total où tu travailles, en tout cas, c'est sur tes projets. C'est intéressant de savoir ça. Il faudrait que je le traque. Et qu'est-ce que tu utilises toi pour traquer ton temps? Je me suis posé la question encore ce matin. Il faudrait que je traque mon temps en fait. Alors écoute, moi j'utilise, bah, d'ailleurs, tu vois, il est en train de tourner comme toujours, Toggle, T-O-2-G-L. Et en TO2GL. fait, moi je traque mon temps là-dessus. Alors je fais pas projet par projet parce que pour moi c'est pas forcément pertinent. J'avais fait un moment, je traquais par type d'activité que je faisais moi au sein de Postadem. Par exemple, management, email, formation, copywriting, enfin bref. À un moment je faisais ça pour me rendre compte un peu du temps passé. Maintenant je le fais plus. Je simplifie et donc j'ai vraiment le temps business Postadem. J'ai le temps par exemple investissement pour mes investissements perso, du temps de formation. Enfin voilà, c'est vraiment les grands blocs. Ça me permet de voir le nombre d'heures que je passe. Donc j'aurais été curieuse de Hmm. savoir et je trouve que c'est intéressant en plus, quand on réfléchit à quitter un emploi salarié où généralement on est aux 35 heures pour se lancer à son compte, c'est souvent le grand flou sur deux points, sur le temps et l'investissement personnel qu'il va falloir mettre dedans et aussi sur les finances. Et sur le temps passé, est-ce que, même si là, tu n'as pas le nombre d'heures, ça c'est pas, à la limite, c'est pas grave, mais est-ce que tu peux dire au niveau du temps que tu as passé sur ton entreprise, tes projets au tout début par rapport à maintenant, est-ce que tu as l'impression que c'est croissant, décroissant? Est-ce qu'au début, tu as eu l'impression vraiment de sacrifier d'autres parties de ta vie pour bosser à fond ou pas? C'est intéressant d'avoir ton rapport au temps. Je pense que, bah, après moi j'ai un mauvais exemple pour le peu de salariat que j'ai fait, c'est que c'était des grosses journées et des fois même on bossait 48 heures non-stop quand il y avait des opérations spéciales. Euh, donc j'étais pas vraiment aux 35 heures, donc déjà j'avais ce goût-là de beaucoup travailler, même dans les études, quand en alternance, école d'ingénieur, tu dois travailler deux fois plus parce que tu as moins de cours. J'ai fait une école maths sup avant, donc j'étais toujours dans cette rigueur de beaucoup travailler. Je dors très peu aussi, enfin je dors très peu, c'est-à-dire que Je suis un vampire. si j'ai 5-6 heures de sommeil, ça me va parfaitement. Donc, Incroyable ça. mais, Ça, c'est mais cool. ouais, ouais, donc je me lève très tôt, donc mes journées, voilà, j'arrive à bien les occuper. C'est peut-être un avantage aussi. Des fois, c'est vrai que je me dis, je travaille beaucoup, quoi. Enfin, les 35 heures, c'est sûr que c'est, elles sont loin derrière, mais en même temps, alors désolé, je dévie ta question. En même temps, sur 5 ans, j'ai l'impression que j'ai jamais bossé. C'est bizarre, hein, mais il y a aucun moment. Pourtant, ça fait 5 ans après, je fais toujours les mêmes montages, j'installe toujours pareil ma caméra. Bah, à chaque fois, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. Et pourtant, c'est du boulot, pourtant, c'est du temps, c'est du sacrifice sur du temps perso, sur la vie privée, sur autre. Donc, je vais revenir à ta question initiale. Au début, ma première année, je pense que j'avais beaucoup moins de projets. Je passais beaucoup plus de temps à aller à communiquer. C'était il y a 5-6 ans, et il y a 5-6 ans, il n'y avait pas grand monde qui avait compris qu'Instagram était un outil hyper puissant, Instagram, Facebook, pour se faire connaître, parce que d'une, c'est incroyable, c'est gratuit et tu peux faire ta pub gratuitement. Donc aujourd'hui, tout le monde l'utilise de la meilleure ou la moins bonne façon, mais ça reste un outil toujours super puissant sans même faire de pub. Et je passais beaucoup de temps à réseauter. Ça veut dire que j'allais à des événements d'entrepreneurs, des événements divers et variés. Et souvent, je les filmais, ces événements, donc pour pas grand-chose. Mais du coup, pour moi, j'avais ma caméra à la main. C'est ta meilleure carte de visite. C'est-à-dire que quand tu es à un événement, tu vas dire hey, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Moi, ça se voit. Bon, on me dit souvent, tu es photographe parce qu'un appareil, une caméra, ça ressemble à un appareil photo. Donc, il y avait beaucoup de temps. Je pense que la moitié de mon temps, c'était vraiment se créer le réseau, rencontrer du monde, comprendre comment ça se passait, le milieu des influenceurs, le milieu de l'entreprise, le milieu de la communication, parce que moi, je ne sortais pas du tout de ce milieu-là, et même avant ça, réseaux sociaux, je m'en foutais. Donc, et aujourd'hui, je pense que mon temps, j'ai 10 fois plus de projets, même si j'en délègue aussi 5 fois plus. Euh, J'essaye, je le trouve pas, c'est ça qui est, je vais pleurer, c'est du coup, j'arrive pas à le trouver. J'essaie plus de le trouver pour me prendre du temps pour moi, parce que du coup, je suis pas submergé, mais il faut pas que ça soit plus, quoi, tu vois. Donc, il y a beaucoup de tournage, beaucoup de montage. Il y a aussi, comme il y a plus de projets, il y a aussi beaucoup de phases de tout ce qu'on voit pas, le avant-après d'un projet à gérer, gérer une équipe, le avant-après. Je dirais que si tu répartis sur l'année, ouais, ça doit être un tiers, euh, un tiers tournage, un tiers post-production, et l'autre tiers, c'est tout ce qu'on voit pas. Et malheureusement, dedans, j'essaye de mettre ce côté un peu créer du contenu pour les autres, pour moi, et la formation en ligne, mais j'ai très peu de temps pour ça, et c'est ce qui fait que j'avance pas. Je le veux pas aussi, hein, il suffit de me bloquer des tournages.
enfin, de dire non à des projets ou les déléguer et je peux avancer sur autre chose. Mais Ok, ok, je sais pas c'est si je réponds trop à ta Oui, question. si, si, c'est clair. C'est clair et c'est pour aider ceux qui écoutent aussi à se Hmm. projeter de à quoi ça peut ressembler. Et comme je te disais, bah, il y a le point obscur du temps, et il y a le point obscur aussi de l'argent, des finances. Et ça me fait penser que dans ta présentation, à un moment, tu as dit, je crois que ça fait 5, 6 ans que je fais ce métier-là, mais après 3 ans, on compte plus. Et pourquoi est-ce qu'on compte plus après 3 ans? Est-ce que c'est parce que on a finalement on est dedans, c'est le quotidien, donc on n'a plus l'impression que ça date d'hier qu'on s'est lancé? Est-ce que c'est parce qu'on a passé un peu le fameux cap des 3 ans de l'entreprise? On nous rabâche un peu les oreilles que c'est le cap où ça passe ou ça casse pour une entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'on compte plus vraiment après 3 ans? Pourquoi on compte plus après 3 ans? Je pense que tu as une certaine confiance, du moins pour mon type de prestation. En fait, au bout de 3 ans, tu t'es créé une clientèle régulière qui fait que bah, même si tu communiques plus, même si tu parles plus de toi, si tu... Après, moi, j'ai jamais démarché, même si pour quelqu'un qui veut démarcher, je pense que tu as assez de clients pour vivre ou survivre, entre guillemets, quoi. Après, c'est que du plus. Donc, il y a ce côté-là du stress financier qui est plus là. Normalement, si tu gères bien tes comptes, tu as réussi à te créer une trésorerie et pro et perso. Moi, c'était ça ma peur quand je me suis lancé. Ça fait très cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai, quand je me suis lancé, que j'ai créé une iProd, il me restait 200 € sur mon compte perso. Donc j'avais acheté tout un tas de matos, j'avais investi 10 000 €. J'étais très mauvais pour mettre de côté quand j'étais étudiant parce que je dépensais tout dans les voyages et profiter. Ce qui m'a servi parce que du coup, c'est ce qui a fait que je me suis lancé aussi là-dedans, donc je crache pas dessus. Mais vraiment, j'avais la peur de ça. J'avais mon loyer à Paris de 750 € pour un 17 mètres carrés. Je me disais, il faut vraiment que je trouve du boulot, que j'en ai pour arriver à en vivre et pour pas avoir à toquer à la porte de chez mes parents et dire maman, t'avais raison, en fait, il faut que je revienne chez vous et tout. Donc il y avait cet aspect où tu te disais si j'ai pas de boulot le mois prochain, comment je fais? Au bout de 3 ans, en fait, si tu as accumulé un peu de trésorerie pro, un peu de trésorerie perso, là aujourd'hui, si pendant un an j'ai plus un seul client, demain un Covid, vraiment un vrai Covid où on peut plus travailler, si pendant un an il n'y a pas de client, zéro revenu, je suis pas inquiet. C'est chiant, mais je suis pas inquiet. D'une, parce que tu peux faire autre chose, et de deux, parce que bah, j'ai assez de sous de côté pour subvenir à mes besoins, il n'y a pas de souci. Et ça, quand tu es à ton compte, tu as peur parce que tu te dis, ah, mais c'est quand même cool en CDI ou en CDD, tous les mois, il y a quelque chose qui tombe. Que quand tu es à ton compte, tous les mois, il n'y a pas quelque chose qui tombe. C'est toi qui dois te le créer, te l'auto-gérer et tout. Donc, mais bon, avec l'expérience, être en CDI, il n'y a pas plus de sécurité que d'être à son compte, hein. Les boîtes, surtout avec ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, ça licencie, les gens se reconvertissent. Je pense que tu dois le voir plus que moi, toi, tous ces gens qui se reconvertissent. Donc, peut-être les 3 ans, c'est ça, c'est qu'en 3 ans, tu arrives à te faire une clientèle, tu t'es fait aussi un nom, je pense, dans peu importe ton domaine, une crédibilité. Ouais, ça fait 3 ans que je fais ça, c'est mieux que bah, j'ai commencé le mois dernier. Donc, il y a tout ça, en fait, et cet aspect financier qui, je pense, et rassure la personne qui va faire appel à toi, et te rassure toi. Ok, très clair. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu as un employeur, parce que tu es salarié, c'est pas Mm. forcément plus sécuritaire, c'est comme si tu avais un seul client. Si ce n'est qu'effectivement, selon les conditions dans lesquelles tu quittes ton client ou ton employeur, tu as des avantages plus ou moins intéressants. Mais sur le principe, c'est un petit peu ça. Et comme toi, en fait, c'est qu'on crache jamais sur la soupe du salariat. C'est-à-dire que vraiment, l'objectif, c'est de Non. trouver quelque chose qui nous plaît, mais ça peut prendre la forme d'un emploi, ça peut prendre la forme de projets bénévoles en parallèle de l'emploi actuel, ça peut prendre la forme d'une mobilité, d'une création d'entreprise. Enfin, ça peut être vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de se demander ce dont on a besoin comme sécurité et ce qui va apporter cette sécurité financière. Et donc, d'ailleurs, c'est ma question suivante, c'est que là, tu dis, ben, je pourrais venir voir venir pendant un an. C'est quoi pour toi les règles d'or pour se sentir en sécurité et être objectivement en sécurité financièrement et avoir une bonne trésorerie, qu'elle soit pro ou perso? Euh, c'est quoi tes règles d'or pour ça? Au tout début, quand je me suis lancé, pour moi, c'était si j'ai 6 mois en fait de perso pour pouvoir payer crédit, logement, petit plaisir, c'est-à-dire pas s'arrêter de vivre non plus et manger des pâtes, euh, même si c'est très bien les pâtes, hein. Et en pro, pareil, pouvoir payer le comptable pendant 6 mois, pouvoir de quoi peut-être payer des frais de transport si jamais il faut relancer une activité ou autre chose. 6 mois, en 6 mois, j'ai vu, c'est bête, mais ma formation en ligne, à partir du moment où j'ai dit je veux la faire, enfin je veux la faire, je la mets en place et j'attaque vraiment le processus de la mettre en place, il s'est passé 3 mois. Et en 3 mois, si on parle de chiffres, j'ai fait 400 ventes en un week-end en préparant un truc de 3 mois. Bon après,
c'est un peu biaisé parce que ce qui fait que tu prépares en 3 mois, c'est parce que tu as tes 3 ans d'expérience derrière aussi. Mais tu bien vois ce que sûr. je veux dire? 3 mois, ça te permet de te relancer sur un nouveau projet. C'est mon avis. C'est ça. 6 mois, c'est bien, je pense. Ça suffit. Ok. Donc en fait, ce qui t'apporte une sécurité, c'est aussi de te dire que tu peux créer des choses et que tu sais aussi comment générer de l'argent, comment trouver des Ouais. clients et que tu as cette compétence, finalement, c'est ta compétence qui va t'apporter plus de sécurité euh, Mhm. avant quoi que ce soit d'autre en fait. Ouais, exactement. Et est-ce que toi, à titre perso, tu as investi dans l'immobilier ou pas? Oui, ouais, j'ai investi, ouais. Ok. J'ai investi bah, là où je suis, c'est chez moi. Et comme je bouge beaucoup, bah, quand je suis pas là, je le mets en Airbnb. Il n'y a que cette pièce-là où je suis qui est vraiment fermée à clé parce que bon, c'est juste, ça permet de mettre les affaires un peu perso ou autre. Il n'y a rien de valeur, mais donc il y a ça. Et puis après, j'investis dans du locatif, les fameux immeubles de rapport avec plusieurs appartements et des locataires qui payent tous les mois à l'heure et qui rendent les appartements très propres. Je suis en plein dedans. Ok, ce que j'allais te dire, est-ce que ça aussi, ça t'apporte une sécurité ou une sérénité financière? Je le fais parce que quand tu es à ton compte, on parlait de retraite tout à l'heure avec ma mère, la retraite, on peut l'oublier. Et même quand on est à la retraite, finalement, quand on voit ce que nos parents qui gagnent par exemple 2000 € par mois, ils cotisent et à la fin, ce qui te reste, tu fais, même eux, il faut qu'ils mettent de côté ces personnes-là. Bah, je me dis, bon, bah, j'ai commencé à 25 ans à investir. Dans 25 ans, typiquement, c'est très cliché, tu as un premier bien qui serait payé. Donc, même si, bon, si tu fais un peu d'investissement, tu sais que c'est pas ça qu'il faut faire, il faut pas attendre 25 ans, mais tu te dis, bon, bah voilà, dans 25 ans, j'aurai 50 ans. Même si tu as fait une dizaine d'appartements et que tu as mis 500 000, t'as acquéri 500 000 € de biens immobiliers, je pense que ceux qui comprennent l'immobilier diront, c'est rien. Toi, tu vas peut-être me dire, c'est pas beaucoup. Mais si tu as même juste mis 500 000 € et que c'est des locataires qui ont payé pour toi le crédit, c'est-à-dire qu'à 50 ans, déjà, tu as une somme de 500 000 € pour faire ce que tu veux, ce qui est énorme, quoi. Ça, sans avoir, entre guillemets, rien fait, quoi. Et après, ça peut être démultiplié, hein. Je pense que tu as fait un podcast avec mon pote Carolin. C'est encore d'autres projets, ça peut aller encore plus loin, mais même juste à titre, à petite échelle. Moi, je cherche pas ceux qui disent je veux faire du cash flow, je veux avoir à la fin 2000 € par mois pour vivre. Moi, je veux pas parce que j'adore ce que je fais et je me dis pas je fais de l'immobilier pour arrêter de bosser. Je fais déjà ce que j'adore, mais je me dis bon, bah, ça me permettrait encore un peu plus de me dire bon, bah tiens, si je me tire, et c'est ce que je fais, 2 mois au Costa Rica à la fin de l'année, 2 mois ici, même s'il y a zéro projet, bah c'est cool en fait, il y a déjà un petit truc qui travaille à côté qui permet de mettre, je sais pas, 1000, 1500 de côté. Ok, J'ai écoute, dit des chiffres un peu. ouais, non, mais je vois très bien et Ouais, c'est chouette de savoir comment tu t'y prends aussi là-dessus. Et tu viens de dire, bah, en fait, je fais pas ça pour remplacer mon activité actuelle puisque j'aime ce que je fais aujourd'hui et que finalement, même si tu avais l'argent pour faire autre chose, tu continuerais ça. Est-ce que tu penses que c'est forcément une bonne chose ou un bon conseil de dire de suivre sa passion et de faire un métier par lequel on est passionné? pour ma part, ça a marché parce que quand je me suis lancé, je pensais pas que je pourrais me verser les salaires ou faire le chiffre que je fais actuellement. Et pourtant, je suis une petite société, il y a des plus grosses sociétés, mais je m'étais dit, ouais, si je me fais un SMIC amélioré en faisant de la vidéo, c'est trop cool, j'adore, je bouge, je rencontre du monde tous les jours, les projets sont différents. Un jour, tu bosses dans l'immobilier, le lendemain dans le BTP, le surlendemain, tu vas filmer un fermier qui fait des fromages de chèvre. Et puis, enfin, c'est ça que j'adore, tu rencontres du monde. Et après, le salaire est venu tout seul, en fait, au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure de comment aussi t'évolues, comment tu peux te facturer. Parce que plus tu as de projets, clairement, plus tu tentes des fois des coups en disant, bah, tiens, ce mois-ci, j'ai du taf. Tiens, on tente, ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave, quoi. Donc, il y a ça aussi. Et mince, j'ai perdu ta question de base. Ah, bah, du coup, j'ai écouté ta réponse aussi. Ma question, c'était quoi? Ah oui, est-ce qu'il faut forcément être passionné par son métier et Oui. est-ce que c'est forcément une bonne chose de suivre sa passion? Et bah, pour ma part, la passion a servi parce que ça s'est avéré qu'avec voilà, avec des stratégies un peu commerciales ou autres à côté, ça peut être très rémunérateur, du moins suffisamment pour que moi j'ai mon train de vie qui est modeste, mais que j'ai et que je peux voyager, je peux de temps en temps me louer un petit avion pour me faire plaisir, aller voir mes amis, faire plaisir à ma famille. Mais après, je me trompe peut-être, mais si ta passion c'est faire des Scooby-Doo, c'est peut-être plus compliqué. C'est cliché, mais c'est plus compliqué. J'avais Mais je oublié pense les que dans... Scooby-Doo. J'avais Ouais, oublié c'est l'existence des Scooby-Doo. c'est venu comme ça, mais je pense que dans toute passion, il y a moyen. Moi, à aucun moment, je pensais que la vidéo, et pourtant la vidéo, même il y a 5 ans,
même si aujourd'hui c'est encore plus explosé, les moyens de communication en vidéo, bah en fait, si ça a toujours existé, les pubs, le cinéma, les choses comme ça. Mais ouais, de le faire avec Ok. passion, déjà, on n'aura pas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en 5 ans, j'ai pas eu l'impression de travailler, quoi. C'est la citation de Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Quelque Ah chose oui, comme oui, ça. Hein. La oui. citation exacte, je l'ai plus, mais c'est celle-ci. Ok, ok, ok. Maintenant, admettons, voilà, c'est quelqu'un là qui écoute l'épisode, qui connaît déjà un petit peu le métier de la vidéo, qui se dit c'est quelque chose qui m'attire, que j'aime peut-être bien faire sur des projets perso. Tiens, tu parlais de vidéo de mariage. Ben voilà, par exemple, je me suis occupée de faire la vidéo de mariage de mes amis. Ça m'attire. Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne-là pour connaître les métiers autour de la vidéo et notamment ce que tu fais toi, pour se former et pour passer à l'action? Déjà, l'avantage de la vidéo, c'est que même avec son téléphone, surtout aujourd'hui, même si on a un iPhone 9, 10, on parlait dernier, on peut filmer. Donc on peut déjà s'entraîner à filmer, à faire du montage, même si ce ne sera pas vendable ou exploitable, mais avec moins de 1 000 euros, entre guillemets, on peut déjà commencer. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais acheté un appareil photo à 500 euros il y a 5 ans, et je me suis déjà fait rémunérer pour des prestations à 200, 300 euros la journée avec cet appareil photo-là. Donc déjà, avec pas grand-chose, on peut s'entraîner. Sur YouTube, sur des formations en ligne, il y a franchement tout ce qu'il faut pour apprendre. J'en parlais encore à mon petit frère tout à l'heure qui aimerait bien se lancer là-dedans. Il me dit, ouais, il faudrait que je fasse quelle école sur le CV. Je dis, le CV, mais quel CV? T'as pas besoin de CV dans la vidéo. Va dehors, va filmer, va faire du montage, entraîne-toi, fais des erreurs, teste plein de trucs, et c'est ça ton CV. Donc déjà, en fait, c'est l'avantage, c'est qu'il y a besoin de personne ni de rien pour pratiquer. Après, en plus, si on veut, je dis n'importe quoi, on est passionné de skateboard et on veut se mettre à la vidéo, bah, c'est facile de trouver ses potes qui font du skate pour tiens, je vais te filmer, je vais te mettre en avant, on peut s'entraîner sur des sujets qui nous passionnent. Et puis c'est là que ça va s'agrandir. Moi, c'était le voyage, c'était un peu les vidéos de soirée au tout début. Bah voilà, le BTP, bah, ça me passionne, j'aime bien ça, j'ai fait des études là-dedans, j'aime bien la construction. Et ensuite, donc déjà de faire par soi-même et il ne faut pas hésiter il y a encore une semaine, il y a deux personnes qui m'ont contacté, ouais j'aimerais me lancer, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien passer une journée avec toi, voir comment tu travailles. Je dis oui, je dis non, il y en a d'autres qui diraient oui, je dis non, selon les circonstances aussi des projets, mais pas hésiter à aller proposer ses services à quelqu'un de plus confirmé pour apprendre avec. Moi j'ai beaucoup demandé à des gens que j'admirais à l'époque en vidéo que je suivais. J'ai eu que des refus, que ce soit sur mes questions ou autres, mais il ne faut pas hésiter. Si vous avez un refus, continuez. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez tous me poser une question à la fin du podcast, même si je sais que je me connais, j'y répondrai en plus, c'est ça le pire. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est pas hésiter à voilà, aller proposer ses services pour apprendre avec des personnes qui sont plus confirmées. Et même, je vais plus loin, il y a un grand sujet et je pense que ça c'est peut-être valable dans beaucoup de domaines du freelancing, du moins des métiers créatifs, que ce soit graphisme, photo, faire des sites. Souvent, il y en a qui me disent, quand je fais un peu des coachings, ouais, je propose du gratuit au boulanger du coin. Je dis, ok, c'est cool, tu lui as fait une vidéo, tu t'es entraîné, sauf que le boulanger, tu lui as proposé tes services gratuitement une fois. D'une, qu'est-ce qui va être négatif derrière? C'est qu'un boulanger, une fois qu'il a sa vidéo, il te rappellera jamais. Parce qu'il a eu une vidéo. Et en plus, il l'a eu gratuite. Tant mieux, c'est cool, tu t'es entraîné, ça te permet de montrer ce que tu sais faire. Le boulanger, qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller dire au poissonnier à côté, ah, un tel, il m'a fait ma vidéo gratuite, ou pour pas cher. Donc d'une, tu as un peu ruiné ta réputation de personne pas chère qui fait les choses. C'est pas grave, tu t'entraînais. Que d'aller, moi je dis souvent, d'aller proposer ses services gratuitement ou pas cher à une boîte de production, à moi par exemple, et je le vois en fait avec tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec moi, c'est des gens qui m'ont dit, si tu as besoin d'un coup de main un jour, je le fais avec plaisir gratuitement. Et ces gens-là, ils ont compris parce que le boulanger, il a besoin d'une vidéo qu'une fois dans l'année. Moi, des besoins en vidéo, j'en ai 100 dans l'année. Donc ces gens-là, après, je fais appel à eux. Je ne vais jamais travailler les gens gratuitement, mais dans le principe, c'est la bonne attaque. Alors, ça marche pour la photo, ça marche pour le graphisme. Le graphisme, peut-être proposer ses services à une agence de communication au début, puis après, sauf si c'est des gens méchants et mal intentionnés, j'en connais plein qui font ça, qui utilisent que des gens gratuits ou qui font que des stagiaires de 2 semaines ou juste pour parce qu'ils ont un projet ponctuel. Ça va dépendre des personnes, mais moi en tout cas, je pense aux 4-5 personnes avec qui j'ai bossé, c'est parti d'un petit contrat. Ok, vas-y, viens avec moi, on voit ce que ça donne, je te paye, t'inquiète pas et tout. Et puis ça mène à maintenant, ils partent tout seuls sur des projets, quoi. Donc ça, c'est le meilleur des gratuits, c'est d'aller directement attaquer des gens qui auront un besoin régulier. Et dans la vidéo, on pense souvent à faire du gratuit pour
le pote du coin qui a un resto et compagnie. C'est bien, ça permet d'avoir de la visibilité, mais on pense pas souvent à aller faire du gratuit pour finalement sa concurrence ou des gens du même domaine. Voilà. Écoute, super conseil parce que nous, on accompagne surtout des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en parallèle de leur job. Donc, c'est du side project. Et ce Ouais. qu'on leur dit, c'est d'avoir des cobayes. En fait, les cobayes, c'est tes premiers clients un peu test, où soit effectivement tu le fais gratuitement, soit à petit prix. Et du coup, les conseils que tu viens de donner, ils sont totalement applicables aussi à du side project et à ce qu'on peut recommander aussi. Donc, c'est hyper intéressant. Et ça m'amène à un peu une des dernières questions que j'ai envie de te poser avec ce que tu viens de dire là, c'est à partir de quand tu as commencé à te sentir vraiment pleinement légitime? Tu as commencé à en parler tout à l'heure en parlant des devis que tu fais pour les sociétés où tu es à l'aise avec ça. À partir de quand tu t'es senti légitime? Qu'est-ce qui t'a permis de te sentir légitime, confiant et à ta place dans ton métier? Bonne question. Je pense que je me suis toujours senti légitime parce qu'au fur et à mesure que tu évolues, au début, tu sais, des petits clients, donc tu es légitime avec eux. C'est vraiment en fonction de l'évolution. Maintenant, je pourrais prendre des plus gros projets, je me sentirais légitime, alors qu'il y a un an, je me sentais pas légitime. J'ai une anecdote vraiment toute bête pas que je raconte à chaque fois, mais que je dois raconter une fois sur un podcast, mais j'y pense jamais. Mais j'avais été contacté par une des plus grosses agences de pub parisienne qui cherchait quelqu'un pour faire la vidéo des 30 ans, je crois, de Kinder. Pub, télé. Je fais du format réseaux sociaux, moi c'est internet, je fais oh, pub télé et tout. Tu vas direct sur YouTube, tu regardes à quoi ressemblent les pubs télé Kinder, tu fais wow, c'est quoi, c'est des réals. Elle t'envoie le projet, les derniers trucs ils se sont signés à 400, 500 000, mais là elle m'a dit mais c'est un petit projet, tu vois. Donc du coup tu fais un devis, tu dis mais jamais je pourrais faire ça. En plus ça faisait 2 ans que je faisais de la vidéo. Et c'était un projet à 30 000 euros, je crois, à peu près. Et c'est énorme, c'est un contrat, pour moi c'était énorme. Même aujourd'hui c'est beaucoup. Et, euh, et je l'ai eu, j'ai été retenu. Et là je me dis mais pourquoi moi et tout, je comprends pas. Pression de ouf. Et à ce moment-là c'était pile sur un mois où j'étais très chargé, j'avais des projets avec la SNCF et tout, bon des beaux projets aussi. Et je me suis fait dessus, je dis non, je vais pas le faire, je serai pas à la hauteur, ça va être la honte. Et j'ai refusé. J'ai dit, écoute, bah, c'est trop cool, j'ai réfléchi, mais prenez le deuxième, je le sens pas, pourquoi moi et tout. Donc je me sentais vraiment pas légitime. Peut-être une question de prix en fait, parce que j'avais jamais vu des budgets pareils au bout de 2 ans. Et elle m'a dit, ok, ben, tu sais, si on t'a choisi, c'est qu'on a analysé, tu vois, on a l'habitude, on sait que ça peut être cool, tu vois, justement, ce style-là que tu fais. Ouais, non, je le sens pas. Et un mois après, j'ai vu la pub à la télé, j'ai vu la vidéo, j'ai fait, mince, j'aurais tellement pu le faire. C'était une journée de tournage. Et allez, je pense qu'il y avait 3 jours de montage, allez, peut-être 4 avec des allers-retours un peu relous de clients, de Kinder et compagnie. Et là, j'ai fait, mais non. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, si on te choisit, c'est que les gens te veulent toi. Et si tu te plantes, c'est pas grave. C'est pas toi qui leur a dit, je veux vous faire une vidéo, c'est eux qui t'ont choisi. Je sais pas Écoute, si ça permet de répondre un peu à la légitimité, mais je pense à cette anecdote du coup. Écoute, c'est une superbe anecdote. Non, non, c'est une super anecdote où très souvent on va un peu s'auto-saboter et on a beau avoir quelqu'un qui valide en face, si nous on n'y croit pas, en fait, Hmm. c'est pour ça que ça sert à rien d'attendre une validation extérieure parce que si nous on se l'accorde pas, c'est pas bon. Mais du coup, c'est formateur. Donc certes, t'es passé à côté de ce joli contrat, mais c'est hyper intéressant et puis ça fait une bonne anecdote de podcast. Hein. Donc Et ouais, on a au moins gagné ça. c'est clair. Écoute, ça répond bien à ma question. Je vois que ça fait un petit moment qu'on discute. Ce que je te propose un peu en dernière question d'épisode, c'est avec quel message, idée ou enseignement tu as envie que les auditeurs de cet épisode repartent? Bah, ça va, je vais copier un peu la question que tu m'as posée il y a pas longtemps, c'est faire les choses avec passion finalement, avec le cœur. Et même si on n'est pas millionnaire, même si on n'a pas une success story, bah, on l'aura fait, on ne sera pas forcé. Je vois tellement de gens qui créent des projets juste parce que ça fera de l'argent et compagnie et qui se plantent derrière. Ou même s'ils réussissent, tu sens qu'au fond d'eux, en fait, ils sont pas épanouis. J'en connais plein qui font des gros projets et puis ils sont là, ils le font pour le faire. Et quand tu leur parles, ouais, mais ça me saoule et tout. Ouais, mais c'est cool quand même, t'as dégagé tant et tout. Ouais, mais c'est nul et tout. Donc je pense, le faire avec passion, avec le cœur. Si on gagne des sous derrière, tant mieux, parce que c'est vrai que la société aujourd'hui fait qu'on a besoin de gagner des sous pour vivre, pour développer des choses. Mais ouais, on n'aura pas l'impression de travailler. Moi, je sais qu'avec la vidéo, même 5 ans après, pourtant, des fois, j'en fais des montages. Je l'ai fait 150 fois celui-là. Bah, je suis là, en fait, c'est cool, je suis chez moi.
je suis tranquille, il n'y a personne qui m'embête. Je suis mon propre patron. Si je veux, tu sais, on parlait d'heures, si je veux des heures, j'en ai fait dans le BTP, hein, et j'étais pas, les primes que j'ai eues la dernière année, c'était ridicule. Là, si je me fais une nuit de travail en plus, je travaille jamais la nuit, mais typiquement, c'est que tu l'as facturé 500 euros, bah, ils sont pour toi 500 euros. Et pour l'État aussi. Mais tout travail en plus, c'est pour toi. Donc si en plus tu le fais avec le cœur, bah, tes heures sup, ce qu'on peut appeler des heures sup, tu les verras pas passer, quoi. C'est une très très bonne conclusion à cet épisode-là. Je te remercie pour ça. Et donc ceux qui ont accroché avec ton parcours, avec ton activité, qui ont envie d'en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Un peu partout, en tapant Loris Monteux, Loris Monteux. Bon, sur Instagram, je suis plus actif sur Instagram et YouTube. Depuis 6 mois, j'ai un challenge avec mon pote Alex où je dois sortir une vidéo YouTube par semaine. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fait celle de cette semaine. Je suis tellement débordé de boulot en ce moment, mais il faut que je vais la faire. Je vais aller regarder aussi. On mettra les liens de toute façon en description de l'épisode. Mais écoute, un grand merci Loris pour cet épisode et puis je te dis Merci à à toi. très bientôt. Salut.